Lauren the Storyteller. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le podcast de ma chaîne Tell Lorraine. La majorité des vidéos et des autres podcasts sont en privé pour l'instant, donc n'hésitez surtout pas à partager cet épisode massivement. Autrement, j'aurai très peu de visibilité. C'est pareil pour le reste de mon travail. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de l'héritage de Rihanna et A$AP Rocky, surtout au vu de la dernière annonce du fait que Rihanna soit enceinte de lui, en fait. Et je voulais globalement analyser pourquoi, en fait, la majorité des gens sont particulièrement saoulés. Et j'ai envie de dire que je vois plus ça chez les filles, en fait, enfin chez les femmes, du fait que ce soit son partenaire, quoi. Voilà, je voulais discuter de ça, mais vraiment en prenant énormément de recul, hein. C'est pas du tout du gossip, c'est vraiment pour parler de l'héritage des A$AP Rocky et de pourquoi en fait il y aurait un fossé entre la perception que le public a de Rihanna et la perception que les gens ont des A$AP Rocky, et pourquoi du coup on lui imaginait un meilleur partenaire. Donc pour faire ça, je vais évoquer plusieurs points, hein. C'est du freestyle, hein. Enfin, vous me connaissez, donc n'hésitez pas si je fais des erreurs à me le dire, pour le coup sur Instagram. Et bon, je pourrais pas les modifier, mais bon, voilà, je ferai de mon mieux pour faire des erratums dans les prochains épisodes, voilà. Alors, bon, j'ai pas besoin de présenter Rihanna, icône de la musique, icône de la mode, icône entrepreneuriale, icône chez les femmes noires, icône internationale. Et justement, le terme le plus important, c'est icône. Icône. Et en l'occurrence, ça y est, l'enfant est là, l'enfant est arrivé. C'est-à-dire que les gens attendaient depuis tellement longtemps que Rihanna pop kid, qu'elle soit enceinte, que l'enfant tant désiré pointe enfin le bout de son nez. Enfin, je dis ça, l'enfant n'est pas né encore, mais le ventre est rond, le ventre est plein, the buns are in the oven. What else now? What's next, plutôt. Et en fait, mais les gens sont déçus du partenaire, déçus du géniteur. Et en fait, moi, limite, ça me fait mourir de rire parce que les gens ne veulent même pas dire son nom, quoi. Et on commence enfin à voir voilà, la tension qui se cristallise, surtout sur les réseaux sociaux. Mais c'est qui? C'est qui A$AP Rocky? C'est qui celui-là? Et en fait, ça me fait rire parce que des fois, j'ai l'impression que les gens oublient qui est A$AP Rocky. Et ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet, mais je ne savais pas trop comment l'aborder sous un angle vraiment purement factuel, sans donner une opinion personnelle, mais c'est impossible. Donc je vais vous dire le fond de ma pensée. Mais en fait, j'avais une discussion avec quelqu'un qui disait, mais alors, pourquoi les gens réagissent comme ça? Ils ont oublié qui est A$AP Rocky ou quoi? Donc, qui est A$AP Rocky? Pour les gens qui m'écoutent et qui ne le connaîtraient pas, je pense que vous êtes une poignée, hein, vous êtes une poignée infime à ne pas connaître A$AP Rocky. A$AP Rocky, c'est un rappeur qui a percé au début des années 2010 avec une mixtape qui est légendaire dans le milieu du rap, qui s'appelle Love Live A$AP, avec une couverture où il est assis sur un canapé en noir et blanc avec le drapeau américain derrière lui, et avec un son qui est hyper, le terme revient encore, iconique, qui s'appelle Purple Swag, et un autre son qui s'appelle Peso, qui ont marqué à l'époque parce que ça reprenait des codes différents du genre du rap. C'est-à-dire que A$AP Rocky vient de New York et la musique qu'il faisait sonnait très sud des États-Unis, donc UGK, Bun B. Donc les références, ce sont des samples qui sont chopped avec une voix qui est, comment on dit, j'ai oublié le terme, mais une voix qui est hyper grave, qui est modifiée sur nos logiciels préférés de beatmaker, et pour imiter
le ralentissement que donne une drogue qui est usitée de beaucoup de rappeurs, surtout dans le sud, qui est la lean en fait. Donc, qui peut aussi être appelé Robitussin, un truc dans ce style-là, dans les punchlines de rap pour ceux qui sont fans de rap, voilà. Donc en fait, il cassait un peu les codes, ou du moins il mélangeait les codes, donc c'était assez choquant parce que d'habitude, le rap de New York est très... soit c'est... Voilà, on a l'école 50, qui est très gangsta, on a l'école Jay-Z où t'es en costard suit, on a l'école DMX qui est très gritty, qui est très street, et on a l'école un peu conscious, donc voilà, New York c'est là où le rap est né, donc je parle de Tribe Called Quest pour les gens du passé, et puis je parle de Joey Badass pour la même époque que A$AP Rocky par exemple. A$AP lui il est arrivé non seulement avec ce mélange de styles, mais en plus avec un délire très très modeux. Et c'est là-dessus que moi je voulais revenir, qui je pense est, c'est même pas je pense, c'est le cas, leur passion commune avec Rihanna, c'est la mode. Et en fait, je pense que les gens sous-estiment à quel point c'est une passion pour eux en fait. C'est-à-dire que je pense que les gens le voient de manière individuelle, c'est-à-dire que les gens savent que Rihanna adore la mode. On a même vu qu'elle a essayé de se distinguer dans ce domaine et qu'elle a un peu péché avec sa marque là, Fenty. Et de l'autre côté, les gens le voient pour A$AP Rocky, ou du moins ne mesurent pas ça au même niveau que Rihanna, parce que ces dernières années, il a fait pas mal de défilés, il a mis des marques sur le devant de la scène, il a porté pas mal de marques, et je reviendrai là-dessus plus tard. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux n'ont pas du tout eu la même évolution de carrière, ne représentent pas la même chose pour le public, et en fait, ils ont une icône différente, donc c'est une iconicité, je sais pas si ce terme existe, mais bon, ils ont un statut qui est différent, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte, en ayant vu l'annonce tout à l'heure, et l'outrage que les gens avaient sur les réseaux, que je me suis dit, ouais, mais en fait, il y a une différence de stature dans la perception du public parce que lui, il est vu comme une icône de niche et elle est vue comme une icône mainstream. Et du coup, les gens ont du mal à percevoir, en fait. J'ai vu, les gens parlent de net worth, les gens parlent de fortune, les gens parlent de « mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli ?» Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit « ouais, enfin, vous vous rendez pas compte tous les travaux que A$AP Rocky a fait ?» Parce que la perception est différente et que le public est différent. Typiquement, Rihanna, c'est une icône mainstream, lui, c'est une icône de niche. C'est une icône mainstream internationale, comme j'ai dit, et lui, c'est une icône de niche internationale. Donc, c'est une icône, pas juste du rap, en fait, mais d'un rap particulier. C'est un délire de modeux, en fait. En fait, A$AP Rocky, c'est du rap de modeux. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'autre terme, quoi. C'est du rap de cool kid, c'est du rap de modeux, et ça ne lui enlève ni son talent, ni... J'ai pas envie de parler de... Enfin, j'ai envie de dire lyricisme, mais le fait qu'il puisse écrire du bon rap, disons, pour parler comme une vieille, mais ça ne lui enlève rien de tout ça, mais pour le coup, c'est très particulier. Alors, je m'explique. En fait, pour ceux qui ne se rappellent pas ou pour ceux qui étaient trop jeunes, et moi j'étais au cœur de l'âge de cet âge d'or, cette nouvelle ère du rap, au début des années 2010, et A$AP Rocky, c'était pas juste un mec qui savait rapper. Il se présentait en disant « I'm the pretty motherfucker, Brooklyn's what I'm rapping ». C'est comme ça qu'il se présentait, en fait, comme le mec le plus beau, le mec le plus mignon, c'est tout ce qu'il disait dans ses raps tout le temps, le mec qui s'habille le mieux, et c'était pas comme Kanye, c'est-à-dire que Kanye, il y avait un délire très haute couture, mais haute couture, de luxe, quoi, alors que A$AP, il y avait vraiment un délire haute couture, entrée de gamme, ou plutôt urbaine, en fait, voilà. Donc, même s'il pouvait citer de grosses marques aussi, en attendant... Le clip de Goldie de A$AP Rocky, il portait Pigalle. A$AP Rocky portait Been Trill, il portait Hood by Hair, il portait Defend Paris, peut-être que je me trompe, mais c'est skinny en... C'est pantalon skinny en cuir, son bonnet... c'était quoi le bonnet? J'ai oublié, mais c'était... Tout le monde s'habillait comme ça, quoi. Tout le monde s'habillait comme lui. C'est-à-dire que... Il y a une époque, il y avait une armée de mecs qui étaient habillés soit... comme Kanye West, soit comme A$AP Rocky. C'était des styles qui étaient très différents. En fait, on avait même des mecs qui s'habillaient un peu comme les deux, quoi.
Et il est arrivé avec la ASAP Mob, et en fait, ils se sont vraiment distingués sur... On fait du rap de luxe urbain, quoi. On fait du rap de mode. Je vous rappelle que il avait même un son sur cette mixtape qui s'appelait Trilla, il est Trill, et Trill c'est un mélange entre trap et chill en fait. Donc c'est pas justement en ce moment on parle beaucoup de la musique trap et à l'époque la trap ça va peut-être vous allez peut-être trouver ça bizarre mais c'était T.I. en fait. C'était T.I., c'était Gucci Mane, voilà, c'était de la trap, mais on voyait bien que c'était pas chill, quoi. Et à côté, il y avait la musique chill, qui était, je sais pas, peut-être un truc très très slow, néo-soul ou limite R&B, mais ce qui était vu comme trill, c'était vraiment, enfin je sais pas si vous vous rappelez des sons Chopped and Screwed, tous ces trucs-là, c'était vu comme trill en fait. Chopped and Screwed par exemple, il y a un son de T-Pain qui s'appelle comme ça, où le son il est cassé, il est coupé, et puis il est un peu remixé en fait, Chopped and Screwed. Et en fait, du coup, parallèlement, Rihanna, elle, ce qui est marrant, c'est que c'est une pionnière pour beaucoup de choses, beaucoup de choses, surtout chez les femmes, chez les jeunes filles, parce qu'à l'époque j'étais une très jeune fille. Quand Rihanna est arrivée, j'étais très jeune. Et moi, je vais juste commencer à l'époque de Good Girl Gone Bad, parce que tout ce qui se passe avant, je trouve pas ça très intéressant en termes de iconicité. Je sais pas si ce terme existe, encore une fois, je m'en excuse si ce n'est pas le cas, mais en termes de statut iconique. Mais c'est qu'elle est arrivée avec... Enfin, c'est elle qui a mainstreamisé, disons, l'ère de la bad bitch. C'est elle qui a pareil, mainstreamisé l'ère Free the Nipple avec la fameuse... il me semble que... Je sais pas si c'était une soirée Balmain où elle portait du Balmain. En tout cas, elle était avec Olivier Roustin. Et elle avait un t-shirt en filet noir. Et puis, The Nipples a été free, quoi. Et pionnière déjà dans des aires culturelles, disons. Pionnière et là, dernièrement, sur ces 4-5 dernières... À elle seule, elle a ravivé Puma, avec toutes les campagnes qu'elle a fait avec Puma. Puis elle est arrivée avec, comme on le sait, Fenty Beauty, puis Savage X Fenty, puis la marque de haute couture qui n'a pas fonctionné malheureusement. Mais bon, d'un avis personnel, pour moi, c'est un peu la photo design. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais je pense que ça prend du temps. Et puis, je pense aussi que... En fait, c'est pas parce que tu aimes la mode et tu t'habilles bien que tu peux faire une collection qui fonctionne du premier coup, en fait. Donc, c'est pas grave. Je pense qu'il faut plusieurs essais. Et je pense qu'elle est tellement occupée à faire d'autres choses que, bon voilà, il y a des impératifs de profit et forcément, ils vont pas garder un truc qui fonctionne pas dans le groupe LVMH. Mais je pense que si, par exemple, c'était son seul domaine et qu'elle avait continué, elle aurait pu nous faire des trucs vraiment, vraiment pas mal. Et au-delà de ça, je pense que vraiment étudier, s'y connaître fondamentalement, pas juste au niveau du design ou du textile, mais surtout, s'y connaître en vision, s'y connaître... en art aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que je ne doute pas qu'elle soit hyper créative et bon, elle a prouvé maintes et maintes fois qu'elle était hyper talentueuse, mais je pense que pour Fenty, la marque de vêtements haute couture, il y avait un manque de vision en fait. On peut pas juste se baser sur le fait qu'elle aime la mode et elle s'habille bien et peut-être qu'elle sera vendeuse. Il faut vraiment se baser sur le fait que elle a une connaissance réelle et c'est pour ça qu'on fait appel à des directeurs artistiques. Je pense à Demna pour Balenciaga ou j'ai complètement oublié son nom pour Schiaparelli, Tom Ford pour Gucci, le porno chic, enfin ça j'oublierai jamais quoi. C'était, il découpait des jets dans des pubis. J'achetais beaucoup de magazines de mode, donc je me rappelle que ça avait fait pas mal polémique à l'époque, mais ça a ravivé Gucci quoi. Et comment il s'appelle, Raf Simons pour Prada, il me semble. Voilà. Donc je m'écarte un peu du sujet, mais pour revenir sur le sujet, je pense que l'idée d'un couple où on a une pionnière et pas des moindres, et qui est là depuis 2022, donc elle est là depuis quasiment 15 ans, elle a quasiment 15 ans de carrière et qu'elle défonce tout dans tous les domaines, et à côté un mec qui
si tu n'es pas dans ce milieu-là urbain, niche, mode urbaine un peu luxueuse, les cool kids comme on dit, les cool kids de East London, les cool kids de Downtown, New York, les cool kids de Flatbush, les cool kids de même à Paname, les gens qui traînent bien à Colette, ce genre de cool kids qui écoutaient Theophilus London avant que Theophilus London ne soit connu, qui allaient au social club, enfin voilà, si tu veux pas partie de cette foule-là en fait, ou si t'es pas quelqu'un juste qui s'intéresse à tout ça, comme ça peut être mon cas, tu te dis mais lui ce mec c'est qui et qu'est-ce qu'ils foutent ensemble quoi. Et en fait, ce qui est drôle c'est que bah, moi, j'étais pas surprise de les voir ensemble parce que il me semble qu'ils avaient déjà eu un peu une histoire. Donc, A$AP Rocky, il a souvent fait des sous-entendus dans ses albums. Toutes mes copines ont des très grands fronts par rapport à l'époque où il sortait avec la mannequin, complètement oublié son nom. Et puis peut-être potentiellement Rihanna. Puis quand ils avaient fait le clip de Fashion Killa, bah, bien sûr, il fait un son sur la mode et sur une fille qui est modeuse et qui est la vixen dans le clip, ou la main girl, comme on dit dans le clip, c'est Rihanna, et puis qui est vraiment habillée en Fashion Killa, quoi. Donc ils passaient pas mal de temps déjà à l'époque ensemble, et en plus de ça, je regardais une vidéo sur Hood by Hair, je vous mettrai le lien en description, qui expliquait que peut-être que l'embrouille qu'il y aurait eu avec Hood by Hair et A$AP Rocky et Been Trill, ce serait en fait à cause de Rihanna, à cause d'un terme qu'elle aurait utilisé sans créditer la personne qui aurait créé le terme. Et le terme en question, c'est ghetto goth. Donc pour vous dire à quel point ils sont à fond dans la mode. C'est pas juste oh ils aiment bien ça de manière passagère. C'est vraiment ils vivent pour ça et c'est une passion quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas à quoi je fais référence, en fait, A$AP Rocky avait sorti un clip à l'époque qui s'appelait Multiply où il dit, je cite, la ligne dit I ain't never really been with that Been Trill, un truc dans ce style-là, et ça avait surpris tout le monde parce que, en fait, quand la marque était sortie à l'époque, à la base c'était un collectif, puis c'est devenu une marque, bah, ils portaient ça, quoi, en fait, c'est une marque qui portait. Hood by Hair, c'est pareil, c'est une marque qui portait souvent, en fait. Et Rihanna, on l'a vu plus tard porter cette marque aussi. Donc quand il parle très mal d'eux dans le clip, premièrement, c'était incompréhensible pour les gens, et deuxièmement, il a signé leur arrêt de mort, c'est-à-dire que plus personne ne portait Been Trill une fois qu'il avait décidé que la marque n'était plus dans ses faveurs. Et c'est pour vous expliquer à quel point le type, il est influent, c'est-à-dire qu'à un moment, il a décidé que cette marque, je l'aime bien, je la promeus, c'est ce qu'il a fait. Puis une fois qu'il a décidé que je n'aime plus cette marque parce qu'il y a une légère embrouille sur l'utilisation d'un terme, et je pense que c'est un peu plus complexe que ce que je viens d'expliquer très simplement, il décide de mal en parler, plus personne ne porte la marque. Enfin, je suis désolée, mais si moi demain j'estime que quelque chose n'est plus dans mes faveurs, personne ne va estimer que ouais, c'est plus à la mode et ne plus porter. Enfin, j'ai pas cette influence-là. Et A$AP Rocky, lui, est là, en fait. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est un glorified influencer parce que c'est loin d'être le cas, il est quand même hyper talentueux, mais c'est pas non plus quelqu'un qu'il faut... il faut pas non plus se moquer de lui. En fait, je vois les gens en train de dire mais qu'est-ce qu'il a accompli. Il a fait pas mal de choses. Ceci dit, pour revenir sur Rihanna, en fait, je me suis rendu compte que toutes ces aires culturelles que j'évoquais avant ont été hyper fédératrices et ont évolué en même temps que les mouvements... je vais faire un très grand statement et vous allez peut-être vous moquer de moi, mais en même temps que certaines pensées féministes, quoi. C'est un grand statement ce que je viens de dire, mais je veux dire, en général, j'avais lu un bouquin qui expliquait que il faut en général entre 5 et 10 ans avant que un courant de pensée ou une pensée ou enfin un moment culturel s'ancre de manière populaire en fait, devienne juste normal en fait, s'installe dans les styles de vie et tout. Et c'est en 2011 qu'il me semble que Rihanna a fait The Free the Nipple, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, mais je suis quasiment sûre que c'était en 2011. Et le lockdown est arrivé, et là, collectivement, toutes les filles ont dit ciao au soutien-gorge, 2020. Entre-temps, avant ça, il y avait déjà des posts Insta où tout le monde criait Free the Nipple. Voilà, ça commençait timidement à enlever son soutien-gorge ou à porter des brassières. Et elle a continué à faire ça. Elle avait même fait un statement où elle disait... soit je porte pas de soutien-gorge, soit
je porte un soutien-gorge en tant que haut. Elle avait dit ça. Et effectivement, c'est vraiment un style, vestimentaire qu'elle a adopté en fait. Et que les gens ont aussi adopté. C'est-à-dire que la mode du bralette est revenue, j'allais dire est arrivée, mais c'est revenu parce que c'était déjà là dans les années 90. La mode des soutiens-gorge est de manière mainstream, hein, je précise bien, je parle pas des cool kids alternatives, hein, je parle vraiment de manière populaire. Est arrivé, mais vraiment, c'est-à-dire quand c'est vraiment devenu un mode de vie, bah bien sûr à cause du lockdown, parce qu'on était tous à la maison, mais c'est qu'une fois même que le lockdown, on est sorti du confinement, bah plus personne n'a réadopté le soutien-gorge. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de tweets de gens qui disaient « mais je croyais qu'on s'était mis d'accord pour pas remettre le soutien-gorge ». Enfin, bref, donc... en fait, elle est toujours, mais fédératrice en fait sur... dans quelle direction va la mode, quoi porter comme tenue, comme basket, et aussi sur le comportement, c'est-à-dire le zero fucks given, ce type d'attitude en fait. C'est ça qu'elle a, Rihanna. Alors que A$AP, au-delà du style vestimentaire, bah, il ne va pas influencer des comportements sociaux en fait. Et vous me direz peut-être que ce que je raconte sur Rihanna, c'est un peu... c'est surfait et peut-être que j'exagère, mais je pense pas. Hein. Pour le coup, je pense pas. Les tatouages sur la main, je me rappelle à un moment, elle avait mis une paire de New Balance blanche ou un peu argentée. La basket était sold out, ou alors tout le monde achetait ça, etc., etc. Et il y avait même des grands créateurs de mode qui avaient dit que ce qu'ils aimaient bien avec elle, et je les cite pour le coup, c'est qu'elle pouvait à la fois être très très élégante en mettant de grandes robes de bal ou de grandes robes de soirée, et à la fois porter un truc qui est totalement alternative, hyper recherché en termes de créativité vestimentaire, là où la plupart des gens ne pourraient jamais porter ça, ça lui va, quoi. Et à côté, elle peut porter de la mode... y a le streetwear qui est devenu vachement à la mode sur les podiums haute couture et que ça lui aille très bien en fait. C'est-à-dire que elle touche plusieurs générations et elle est vraiment entre ce fossé en fait, quoi. De l'autre côté, A$AP Rocky, c'est-à-dire que malgré le fait que voilà, il est quand même eu des praise, comme on dit en anglais. Excusez-moi du franglais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais bon, moi, c'est comme ça que je parle. Qui a eu ses fleurs de beaucoup de designers aussi. Dior, Raf Simons, Calvin Klein, Guess, et j'en passe. Hein. Mais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être du milieu de la mode et ou du milieu du rap pour en avoir conscience, quoi. C'est-à-dire que là où je pense que dans une salle où la majorité des gens... je pense par exemple que... tu vas dans n'importe... Je déteste utiliser cette mesure de comparaison, mais tu vas dans n'importe quel pays du monde, quand les gens utilisent ça pour Michael Jackson, on peut typiquement dire la même chose pour Rihanna. Là où pour A$AP Rocky, les gens... il y a plus de chances qu'ils ne savent pas qui est cette personne que Rihanna, quoi. Ceci dit, ceux qui savent qui est A$AP Rocky, je ne suis même pas sûre qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'il est si connu. C'est-à-dire que quelqu'un va potentiellement dire que c'est un rappeur, point barre. Quelqu'un du milieu de la mode ou qui s'intéresse à ces trucs-là, même qui est relativement jeune, va dire oui, c'est un rappeur un peu modeux. Voilà, mais ne va pas se rendre compte que le mec, il portait des pièces... Tout le monde faisait la queue pendant des heures et des heures pour acheter les mêmes pièces ou les revendre sur pas mal de sites, en fait, quoi. Qu'il a une influence à son niveau, lui aussi. Et en fait, ce qui est intéressant avec A$AP, c'est que du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que il y ait globalement un manque de respect le concernant, en dehors de tout ce que j'ai cité précédemment, et le fait que peut-être les gens ignorent sa vie, sa carrière, etc. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a d'abord eu le fait que... En anglais, on dit tone deaf. Tone deaf. Il a été tone deaf sur pas mal de questions sociales. Tone deaf. Donc, tone deaf, apparemment, ça signifie être complètement insensible. Mais je pense que... ça, c'est pas ce que j'essaie d'exprimer. Ce que j'essaie d'exprimer, en fait, c'est... Vous savez, quand les gens disent « read the room », can you read the room? Quand les gens disent ça, en fait, c'est vraiment genre les gens qui n'arrivent pas à sentir
à sniffer ce qu'il y a dans l'air, en fait. Et lui, je le trouve vachement comme ça, en fait. Il est tone deaf, c'est-à-dire qu'il est dans son univers, comme il dit, I'm a pretty motherfucker, un bien, voilà. Le monde tourne autour de moi, voilà. Donc, c'est moi qui décide des tendances et des choses. Et à un moment, il dit... il aurait dit, quand on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez mal parlé de Hood By Hay et Bintrill dans votre vidéo Multiply, il a dit, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est moi qui peut le tuer. Non, c'est pas toi qui as créé la marque, pour le coup, c'est un artiste qui a créé cette marque et tu as été complètement irrespectueux. Et non, tu ne décides pas si tu les tues ou pas, c'est vraiment par pur ego que tu fais ça, quoi, premièrement. Je le trouve tone deaf. Tone deaf sur les questions sociales, comme je disais, parce que il s'est passé deux choses. Il me semble qu'on lui avait posé une question sur Black Lives Matter. Ou est-ce que je confonds avec Travis Scott? Non, c'est lui. Sur Black Lives Matter et qu'il avait en gros dit que, enfin voilà, ça le regardait pas, il vivait à Beverly Hills, il en avait rien à foutre. Ouais, enfin, tu peux juste dire que t'es assez ignorant sur le sujet et que tu ne saurais pas comment t'exprimer là-dessus, mais bon, Black Lives Matter, à la limite, tu peux dire ça. Je veux dire, le minimum que tu puisses dire, c'est ça, quoi. Ou alors te dire, je me renseigne sur le sujet, je reviens vers vous, j'en sais rien, mais non, le mec, il a dit ça. Ok, bon, certes. En gros, ce qui signifiait, c'est, bon, bah, je suis noir, mais bon, étant parvenu, je ne suis plus noir. C'est ce qu'il essayait d'expliquer. Et de manière assez comique, quand il s'est retrouvé coincé... quand il s'est retrouvé coincé en Suède en 2019, en juillet, je sais plus trop pourquoi il s'est retrouvé en prison, eh bien, c'est là que s'il avait fait un appel à la solidarité, je sais pas, afro-diasporique internationale, voilà, je sais pas, quelqu'un aurait pu l'aider ou ce genre de choses, bah non, là les gens ont dit, bah écoute, bah débrouille-toi, si visiblement tu es au-dessus des lois, parce que maintenant tu es privilégié, on va voir maintenant. Déjà il y a ça, et puis, donc il me semble que je suis au troisièmement, il y a le commentaire qu'il avait fait sur les femmes noires à qui le rouge à lèvres rouge ne va pas, donc en validant encore pas mal de clichés sur la dite beauté des femmes noires, et franchement c'est relativement pénible, surtout pour quelqu'un qui sort avec des femmes noires, quoi, et ça n'avait pas été apprécié du tout. Je sais que moi c'est un commentaire que je n'avais pas apprécié et que il y a pas que lui qui pense ça, que je n'apprécie pas globalement et que je trouve mais complètement assez incroyable en fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas avoir j'allais dire ne pas avoir de recul, ne pas avoir... Non, mais pour moi, il faut vraiment avoir un standard assez spécial concernant la beauté de la femme noire pour penser cela, vraiment, parce que pour le coup, c'est pas le cas. Enfin, il a factuellement, juste factuellement, même pas de manière subjective, mais factuellement, il a tort. Donc, je vois pas qu'est-ce qui puisse lui faire penser ça. Et ceci dit, au lieu de dire ça, il aurait pu dire, oh, bah, je sais pas, j'adore quand les femmes noires ont leurs lèvres naturelles, quoique... en fait, on n'a pas besoin de commentaires. On n'a pas besoin de tes commentaires sur ce genre de sujet ASAP, quoi. Donc voilà, je trouve toujours un peu à l'ouest, et puis surtout pour les fans de musique ou les fans de rap et ou qui écoutent, parce que j'essaie de faire un commentaire assez général sur le fait que madame était enceinte, bah, il n'a pas évolué musicalement, quoi. Il n'a pas évolué musicalement, il raconte rien dans ses sons. J'ai écouté, enfin du moins j'ai tenté d'écouter son dernier album, où j'admets que quand il rappe bien, il rappe très très bien, mais quand il se passe rien, il se passe absolument rien, quoi. Et moi, ce qui me fait mal avec A$AP, c'est que quand il rappe bien, souvent il se passe rien aussi, dans le sens où il nous raconte pas une histoire, et je lui demande pas de faire avancer Schmick-Blick non plus, mais il nous raconte pas une histoire, il nous emmène pas dans un univers, il ressasse les mêmes sujets, donc... je suis beau gosse, je suis modeux, je m'habille bien et je parle vraiment comme une old school hip-hop head, mais c'est pas le cas, enfin, pour le coup, enfin voilà. Et quand il fait des trucs un peu expérimentaux, c'est très généraliste en fait, c'est-à-dire que A$AP Forever, ou je sais plus, il y a un son qui est une reprise de Moby par exemple, même si musicalement c'est intéressant, je vais pas mentir. Je cours pas pour écouter ce son. Le son qu'il a fait avec Skepta, qui est vraiment, pour le coup, un espèce de cool kid street anthem, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'hymne des
l'hymne des jeunes modeux de East London, de Hackney, de New York et tout, où il rappe très bien pour le coup, mais encore une fois, il dit rien. Et je lui demande pas de faire du rap conscient, pas du tout. Mais je pense par exemple je voulais faire la comparaison avec Travis Scott, justement pour revenir sur ce statut icône de mode, icône mainstream, icône de niche. Bah, je me rappelle à l'époque quand Travis Scott est arrivé. Il était là depuis un certain temps en tant que producteur en 2013, mais quand il a commencé à nous sortir toutes ces mixtapes incroyables là, en 2014-2015, peut-être un peu plus tôt, euh, je me rappelle qu'il est venu avec un délire qui n'a rien à voir, mais qui était assez similaire à A$AP, c'est-à-dire cool kid, un peu modeux, un peu modeux. Il appelait son univers La Flamme. Là où A$AP Rocky, ça s'appelait, c'était la A$AP Mob, A$AP Berry, A$AP Rocky, A$AP Yam, A$AP Ferg, etc. Et puis Travis, lui, bon, il arrive avec T.I., il avait un deal où il était signé sur plein de gens différents, c'était un peu compliqué, donc T.I., Kanye, etc. Mais il arrivait avec la Flame, il traînait toujours avec le même type de personnes, donc comment il s'appelle le producteur hyper Metro Boomin, Esco, parce qu'ils venaient tous d'Atlanta, et mais la musique était globalement différente. Mais comme il est venu avec des petites nattes et tout le monde le confondait avec A$AP. Donc A$AP, vous le connaissez, il a ce côté hyper fier, donc il lui avait volé son style, machin, on les confondait tout le temps, il en avait marre, il arrêtait pas de dire moi j'étais là avant. Et je me rappelle à l'époque Maître D, même si il fait vraiment de la bonne musique, Travis Scott, il dépassera jamais A$AP, parce que Travis Scott n'est pas un rappeur, c'est un excellent producteur, mais c'est pas un rappeur. Et bah regardez maintenant. C'est-à-dire que, pour le coup, Travis Scott, il a vraiment fait son crossover mainstream. Et son crossover mainstream, il l'a fait avec Astroworld, en fait. Vraiment. Avant ça, il avait déjà son public, etc. Hein, et puis, il avait les gens qui le suivaient. Mais c'est vraiment avec Astroworld que il a fait son crossover mainstream. Je me rappelle quand il y a la promo qui avait été faite avec... il y avait sa tête partout dans le monde, gonflable. Là. Il y avait sa tête... ils avaient fait une espèce de ballon gonflable en forme de la tête de Travis Scott grise. Et je me rappelle, je m'étais dit, mais en étant quelqu'un qui le connaît hein, et qui suit la news music, je m'étais dit, mais il est si connu que ça. Ou je m'étais dit, mais il est si important que ça. Et après, il avait fait même les photos de promo avec Rihanna. Il sortait même avec Rihanna. J'avais dit, attendez. Je me rappelle que j'étais un peu dépassée, en fait. Je me dis, mais j'ai pas le souvenir que... mais là, il me semble qu'à peu près au même moment, peut-être que je me trompe, hein, corrigez-moi encore une fois, A$AP, il avait sorti son dernier album et en fait, culturellement, parce que c'est de ça qu'on parle, on parle de l'impact culturel, culturellement, il s'était rien passé avec l'album d'A$AP. Il traînait avec Tyler, on les voyait sur Paris, etc. et tout. Mais là où Tyler, pour le coup, je m'écarte du sujet, mais Tyler qui, lui, vraiment, il vit pour ça, quoi. Il vit pour la musique, il vit pour son art. Et Travis, lui, il est vraiment devenu mainstream. C'est-à-dire que, pour le coup, quand je voyais qu'il avait des deals avec des méga grosses marques, Astroworld Fest, j'étais même pas au courant avant qu'il y ait la tragédie. C'est-à-dire que vraiment, il a fait son crossover populaire. Alors que A$AP, j'ai l'impression que non, il n'a pas fait son crossover en fait, parce que musicalement il n'a pas évolué en fait. Et la différence bien sûr c'est que Travis Scott c'est un excellent producteur et A$AP au lieu de se concentrer sur peut-être ce qu'il voit en tant que rappeur, il se concentre sur la mode. Ce qui grand bien lui fasse, hein. Peut-être que c'est vraiment ce qui lui plaît et ce qu'il souhaite faire, mais c'est vrai que je me suis dit du coup comme on dit sa relevance culturellement, elle fade. C'est-à-dire qu'elle s'évanouit un peu. Illustration, je regardais une interview de, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Nadeska, qui était une des présentatrices de Everyday Struggle, et qui a toujours été journaliste complexe depuis très longtemps. Et elle avait un nouveau segment. Donc je voulais voir c'était quel type de segment sur complexe, et où elle interviewait des rappeurs, elle leur posait des questions, c'était censé être un peu drôlistique, enfin bon, voilà. Et en fait, je me rappelle que le quiz, c'était... est-ce que tu peux épeler ce mot? Donc elle disait des mots et A$AP il devait épeler. Et à un moment elle lui dit vêtements. Donc vêtements, le mot français vêtements. Et tout fier, il dit V-E-T-E-M-E-N-T-S. Et j'étais là, mais pourquoi il est content de
de savoir appeler vêtements. Et en fait, c'est à cause de la marque de, enfin grâce peut-être, à la marque de Demna, qui est maintenant le directeur artistique de Balenciaga, qui avait créé cette marque, il avait créé la marque vêtements en fait. Et c'est vraiment ce jour-là où ça m'a marqué, je me suis dit, mais ce mec, c'est vraiment un pur modeux, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un nerd de la mode. Parce qu'à cette époque-là, moi, je connaissais pas la... Enfin, je connaissais vêtements, mais je connaissais les photos, mais je connaissais pas le nom de la marque. Et c'est vraiment quand j'ai entendu ça que j'ai dit, ah non, mais c'est vraiment un modeux, ce mec, en fait. Il y a des rappeurs qui vont être excellents rappeurs, excellents lyricistes, peut-être producteurs aussi, mais tu leur demandes une marque un peu alternative, underground, urbaine, comme vêtements, ils pourront, peut-être ils vont connaître, mais ils vont pas pouvoir l'épeler avec autant de fierté, en fait. Voilà. Je pense avoir fait le tour, mais pour synthétiser un peu et puis conclure, euh, je dirais qu'ils ont leurs célébrités respectives dans différents domaines, et pour l'une d'elles, le domaine est hyper large. Et c'est pas uniquement parce qu'elle est là depuis 2006, mais c'est parce qu'elle a vraiment, vraiment travaillé pour avoir ce statut iconique mainstream. Et elle l'a dit, hein, quand elle est partie de son île, elle a dit je veux être la Madonna noire. Voilà. Donc que ce soit la Madone, la véritable Madone biblique, ou que ce soit bien Madonna, Madonna la pop star, elle a réussi en fait. C'était ça son but. Alors que A$AP, je pense pas que son but c'était d'être Rakim, une légende du rap de New York, ou que son but c'était même d'être Jay-Z en fait. Non, je pense que lui, il voulait juste montrer enfin, pour moi, son but c'était vraiment de s'inscrire dans la mode streetwear de luxe, quoi. Ça n'empêche pas de porter des costumes et ce genre de choses, Yves Saint Laurent, c'est pas ce que je dis, hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça, parce que dès le début, quand on lui demande d'expliquer sa montée dans le rap, il explique que moi je portais déjà tel vêtement, je portais déjà tel bijou, je portais déjà ça, et que même quand il essaie de motiver les autres du mob, il disait no, this rap thing is gonna work, regardez, faut qu'on porte ces vêtements, nanana. Donc vraiment son but ça a toujours été sur la mode streetwear cool kid, quoi. Ça a toujours été ça, en fait, j'ai l'impression. Et c'est pareil, je pense à Nicki qui dit qu'elle, elle voulait être la Jay-Z féminine. Enfin, quand t'entends des gens s'exprimer comme ça, donc Nicki, Jay-Z féminine, Rihanna, la Madonna noire, tu vois bien que ils ont un but précis, et les deux, elles y sont arrivées, quoi. Ceci dit, dans le cas de A$AP, c'est pas son cas, en fait. Maintenant, pourquoi la connexion choque ? Parce que je pense que Rihanna, en fait, en tant qu'icône publique, elle ne s'appartient plus. Elle ne s'appartient plus, ce qui fait que nous, en tant que public, donc j'ai envie de dire plutôt vous, en tant que public, on se réserve le droit de dire, droit de veto, comme dirait Kofi, sur son partenaire, en fait. Attends, toi tu vaux 1 milliard, ton mec il vaut 10 millions, c'est quoi ça? Ton mec il s'exprime sur la beauté des femmes noires, en plus il se distancie des causes sociales, c'est quoi ça? Voilà, il fait un peu bouffon, c'est quoi ça? Comment oses-tu, en ne connaissant même pas Rihanna, c'est-à-dire qu'on la connaît pas de manière personnelle, on ne sait pas dans sa vie privée quelles sont ses aspirations, enfin pas ses aspirations, mais plutôt de quoi elle est faite au quotidien en fait. Et vraiment, quand je vous parle de passion modeux, ça peut paraître un peu puéril et trivial pour choisir son partenaire, mais pour le coup, pas tant que ça, si vraiment c'est un art de vivre en fait. Et je sais que ça peut paraître surfait ce que je raconte, mais je vous jure que vraiment, quand j'ai découvert ce truc où je me dis, mais t'as décidé de niquer la marque, t'as décidé de tuer la marque de quelqu'un que tu connaissais personnellement parce que l'ami de cette personne aurait mal parlé dans une interview de Rihanna et de son utilisation du terme qu'elle aurait inventé, gothic goth, ghetto goth. Et la personne en question, c'est Venus X, qui avait fait cette interview, en fait. Et je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que, désolé, mais beaucoup de gens ne savent pas qui est, la majorité des gens ne savent pas qui est Venus X, la majorité des gens savent qui est Rihanna. Venus X qui insulte Rihanna, parce que pour le coup, elle l'avait insultée, ça n'aura pas la même incidence que A$AP Rocky qui décide d'insulter
une marque qui repose uniquement sur de la hype, en fait. Le mec, c'est vraiment le roi de la hype. C'est vraiment le roi de la hype. Alors qu'elle, elle est vraiment reine du concret. Dans le sens où on le voit bien. C'est-à-dire au point même que le fait qu'elle soit en couple avec lui fasse polémique et qu'on se dise, mais on voulait mieux pour elle, on voulait mieux pour toi. Là où, comme Drake l'a dit dans une de ses interviews, s'ils avaient fini ensemble, ça aurait été power couple, music industry king and queen. Parce que c'est ce qu'ils nous ont vendu comme narratif, ouais, comme narration, comme récit en tout cas. C'est ce qu'ils nous ont vendu comme récit depuis des années et qu'ils en sont hyper conscients. Du moins Drake en est hyper conscient et il l'a dit quand il a fait son interview fleuve de 2 heures après son bif avec Pusha T et que le bébé était révélé, là, Adonis, Adonis d'ailleurs qui fait des prédictions sur l'univers, quand Drake a dit... oui, j'aurais aimé être mariée avec Rihanna, avoir le couple parfait, mais malheureusement, c'est pas comme ça que la vie s'est présentée, nanana. Enfin, je me doute qu'il y a eu du media training et que c'était hyper répété, ce genre de choses, et que forcément, ça allait nous faire un mini pincement au cœur parce qu'on se dit, peut-être qu'il l'aime encore, etc., etc. Mais je trouve quand même avoir quand même conscience de ça, que les gens attendent ça de toi et que peut-être potentiellement c'est ce que tu aurais aimé, mais bon, la vie est différente, c'est limite... il y a quelque chose de presque triste en fait, ou de presque... j'arrive pas à croire que c'est vraiment la vie réelle, quoi, que tu aies conscience du fait que le public attend de toi que tu sois dans un power couple avec une des chanteuses, entrepreneuses, artistes... les plus aimés de l'industrie, en fait. Tout en étant toi, le rappeur, chanteur, entrepreneur aussi, parce qu'il a ses petits magasins OVO, tu vois, mais en n'étant pas une icône de la mode, de l'industrie. Donc voilà, félicitations au couple, félicitations à eux, et puis bon, on verra ce qui va se passer par la suite, parce que j'ai l'impression que ça en a secoué plus d'un et plus d'une... voilà, et bien à l'issue de ça, je pense avoir vraiment... peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je pense vraiment avoir analysé les raisons pour lesquelles ça énerve tellement de gens, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, mais les gens ne se rendent pas compte que... Enfin, des fois, tu vas vers ce que tu connais, en fait. Tu vas vers ce que tu connais et avec la personne avec laquelle c'est la plus facile, en fait. J'imagine que c'est très facile avec lui parce que ça fait des années qu'ils se connaissent. Peut-être que potentiellement, je ne sais pas, ils sont déjà sortis ensemble dans le passé et que ils ont des passions communes. En plus, lui aussi, il n'en parle pas comme elle, mais lui aussi, il est caribéen. Je sais plus d'où, mais je sais qu'il est caribéen aussi, il me semble, je sais plus, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il est caribéen aussi, donc culturellement, il y a ça, ils ont des choses en commun, donc il faut respecter ça aussi, hein. Bon, bref, en tout cas, merci de m'avoir écouté, passez une excellente journée, et vive Rihanna. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, TELEMLOREN. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Encore une fois, pour l'instant, les vidéos sont en privé. N'hésitez pas à me demander les liens pour d'autres vidéos sur Instagram, ou vous pouvez aussi regarder dans la barre de description, il y aura peut-être un lien. Ou alors, vous pouvez me demander sur Twitter. Voilà, passez une excellente journée. Au revoir.